Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jules Delatte. Oh là là, mon bichon, personne t'aime, mais nous on t'aime. Jade Baltard. Loup du bitume. Les loups du bitume. Lucas Baltard. Ah, on peut le dire, regarde, regardez. Pierre Ninet joue pas bien. Ah, j'ai dit. Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Après, c'est juste Lucas qui a pas compris, mais bon. Vendredi Ciné, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien en ce début de semaine. Une semaine spéciale car nous recevons le réalisateur, metteur en scène, cinéaste, érudit, philanthrope monarchique et bout en train, Jules. Bonjour Jules. Alors c'est pas comme ça que je me décrirais, mais ok, j'accepte cette description et bonjour à tous. D'ailleurs, comme la tradition le veut, c'est à l'invité de présenter les actualités de la semaine. Vous ne le saviez pas, je viens de l'inventer. Donc je vais passer les actualités de la semaine. Oh là, ce traquenard, j'aurais dû ne pas l'accepter, je savais. Et bienvenue dans les actualités de la semaine. Darren Aronofsky, réalisateur de Mothers et Black Swan, s'est associé à Google, donc DeepMind, pour créer une série documentaire sur la révolution américaine entièrement générée par intelligence artificielle. Ah, ça et là, bouh. Ouais, c'est marqué. Dixit. Et moi, je trouve ça très bien. Oui, moi, Jules Delatte. Je déclare officiellement que l'intelligence artificielle, c'est super. C'est hyper rapide, un truc comme ça. Oh waouh, Jules, t'as vu. Je ferme les parenthèses. Contrairement à Lucas, quand il s'agit de parler de The Brutalist. Oh okay. Non, t'as raté toute une partie. Oh non. Non, c'est très marrant. Ouais, mais tu l'as pas fait exactement. Il voulait que je me fasse cancel. Tu me fais improviser sur un truc et après t'es en mode tu l'as pas bien fait. Après, il faut juste lire un texte. Bon, c'est pas dur. La blague, c'était parce que l'IA est parfaite, elle est accessible, elle est précise et surtout elle ne bégaye pas, contrairement à Lucas quand il s'agit de parler de The Brutalist. T'as bien fait de pas lire la blague. En vrai. Elle était super drôle la blague. Moi, je trouve pas qu'elle était si drôle. Si, elle était hilarante. J'ai pas l'impression. Par contre, c'est hyper grave ce que t'as dit sur l'IA, mais. Je citais un texte. Bon, j'ai à peine arrivé. Généré par IA, je suis sûr. Non. Ça aurait dû. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Cela permet de mettre en avant le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et donc ça nous aide énormément. Et si vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, Instagram, ce serait super. C'est @vendredi ciné. Et n'oubliez pas le site vendrediciné.com sur lequel Jade va bientôt poster sa critique. Le running gag. On attend chaque semaine. Ça va arriver. Un jour. Et on commence sans plus tarder avec le premier film. Il s'agit de Gourou. Avec moi. Libérez-vous, arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons ensemble. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion ? Quand est-ce que ça arrêtera l'engrenage ? Ouais, pour le coup, ça marche pour une fois. Bien joué à toi. Il dit ça sur chaque film. Ouais, mais il attendait le jour où. Enfin. Ouais, ça allait marcher. Et... Après, il n'y a pas véritablement d'engrenage. Ouais. C'est dommage. Pas comme le film de Chaplin, là, les temps modernes. C'est exactement ce que j'allais dire, il y a des engrenages. Et on peut se demander quand est-ce que ça arrêtera l'engrenage. Vu qu'il ne c'est un s'arrête pas. stand-up en fait. là, ça fait 2 secondes, t'as pas fait de blague, Jules. Donc, oui, pardon, je trouve des blagues et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la file d'attente au McDonald's, c'est toujours celle qui avance le moins vite. Et il continue, il s'en on regarde tous comme ça, est-ce qu'il va finir sa phrase ? Faux. Enfin bref, continue. Tout ça, c'est pas gardé. Je crois que j'arrête tout. Gourou, et non, il ne s'agit pas du dernier spectacle de Marie Saint-Filtre, mais bien le dernier film réalisé par Yann Gozlan avec en tête d'affiche Pierre Ninet. Mathieu Vasseur, alias Matt, est le coach en développement personnel le plus influent de France, mais son empire financier est menacé lorsqu'une sénatrice décide de mettre en place un diplôme d'État pour ses gourous de la positivité toxique. On en pense quoi, Jade, du film, avant que Lucas te vole tous tes arguments ? Ouais, merci. J'étais très très déçue en vrai de Gourou. J'en attendais un peu quelque chose, même si depuis Boîte Noire, honnêtement j'ai pas vu les 2 derniers films de Yann Gozlan parce que juste la bande-annonce ça me donnait envie de me tirer une balle. Donc c'était quoi ? C'était Dalloway et il y en avait un autre. Vision. Vision, ah oui.
Et alors oui, ce que je faisais remarquer à Lucas hier, c'est quand même que en fait Yann Gozlan maintenant il nous propose une sorte de recette, une petite recette où il se dit ça va marcher à chaque fois. Donc il nous prend un métier ou même juste un cadre. Donc ça peut être un écrivain, hein, l'homme idéal ou même Dalloway. Ça peut être un motard dans Burnout, merci. Dans quelqu'un qui bosse dans l'aéronautique. Bref, maintenant donc un coach. Et puis ça va juste devenir un thriller paranoïaque qui a toujours le même scénario et on change juste de milieu. Donc globalement voilà, donc je reprenais un peu l'exemple de c'est un peu les. Donc maintenant on a Je sais pas si plus c'est les mêmes Martine qui scénarios, va à la mais- plage ou machin, c'est Mathieu Vasseur. C'est pas le même scénario, mais c'est les mêmes codes, quoi. Ah non, vraiment non, il y a même des pas. il y a des Ah non, gros- et L'homme idéal, mais Gourou, pour moi, c'est le même film. Hein. Ouais, L'homme vraiment. Ouais, Ouais. avec Pierre Ninet aussi qui Ah, oui, qui s'appelait déjà Mathieu Vasseur. Ah oui, ça c'est Pierre Ninet s'appelle tout le temps Mathieu Vasseur là dans les films de Ouais, Gozlan. mais du coup Ouais. c'est le troisième. Sympa. Donc C'est- là, tu vois, on commence à C'est avoir le un peu un truc et multivers, tu fais, bah ouais, c'est ça. Et enfin, tu fais, du coup, c'est toujours un peu la même recette et ça me dérange parce que ça fait qu'il a pas grand chose à dire, je trouve, sur le milieu du coaching et que ça devient juste un prétexte en fait pour son petit thriller paranoïaque. Donc bon, ça fait que voilà, le scénario il est pas très travaillé. Je pense que Lucas en parlera mieux que moi, mais moi, ce qui m'a surtout choqué à plein d'endroits, c'était les dialogues. C'est-à-dire que vraiment, il y a des phrases, je me suis dit, personne avant ces personnages ne les ont prononcées un jour dans leur vie. Il y a quand même un personnage à un moment donné qui te dit que il a grandi dans les quartiers, c'était dur parmi les loups du bitume. Les loups du bitume. Et il s'est dit, c'est normal de dire ça. Déjà Très qu'on bien. ait validé ça sur le papier, ok, c'était limite. Qu'on ait validé ça au tournage, je me dis, les gars, qu'on ait validé ça au montage, hein, ça, c'est vraiment tendu. C'est vraiment chaud. Tous les acteurs jouent mal. C'est la première fois que je vois Pierre Ninet jouer mal. Ah non, il joue pas Ah, mal. ouais, Oh, je si. pense pas, on peut pas dire qu'il joue mal. Je trouve que si je demande Regardez-moi. non, Pierre Ninet joue pas bien. je trouve que le showman il le joue mais Oui, d'une c'est ça. perfection. C'est- J'ai envie d'y croire. Il joue de manière intense parce que c'est ce que son personnage demande et que Pierre Ninet, et de toute façon, est connu pour jouer de manière intense, faire plein de Oui, mouvements. alors après, le petit c'est un jeune, acteur, tu vois, il peut. Et- Ah, mais faire c'est- beaucoup de oui, choses. mais il avait cassé ça avec le Comte de Monte Cristo, par exemple. Mais il est connu en tout cas pour cet Ouais. archétype de personnage-là. Bah, et ouais, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où notamment toutes les scènes de séminaire qui sont justement dans cette intensité-là, je trouve qu'il est très bon dedans parce que comme tu disais, c'est ce qui sait le mieux faire en vrai. Mais le reste, quand il est dans l'intimité, quand il est notamment avec sa copine ou quoi, moi, je trouvais sa Oulala. copine beaucoup. Enfin, Ah, vraiment, ouais. c'était une catastrophe. Oui, oui, sa mais alors- copine, on est d'accord, mais Pierre Ninet, même dans le truc intimité, quand Ouais, il non, joue moi, à la j'y victime, des crois fois, pas. quand il se met à pleurer, moi j'y crois. Moi, je me j'y dis, crois pas une seule ouais. seconde, mais notamment, moi, franchement, je pense que c'est surtout un problème de dialogue et de direction d'acteur, plus que, enfin, je veux dire, Pierre Ninet n'a plus rien à prouver à personne, honnêtement. Mais c'est vrai que voilà, quand tu vois aussi, donc c'est Marion Barbeau, sa copine, qui Dans le film, déjà pas dans la vraie vie. dans la vraie vie, ouais, Marion Barbeau. Ah c'est ouais ça son. Non. Elle s'appelle Adèle dans. Oui, non, mais c'est sa copine dans le film, pas dans la vraie vie. Ah oui, C'était pardon, la oui, blague pardon, que je faisais. pardon, j'étais en mode ah oui, non, Voilà, non, on non. essaie de La faire de copine de l'humour. Pierre Ninet, elle est coach. C'est vrai. Oh, wow. Non, après, enfin, allez, oui, allez, je sais plus, fait des trucs de yoga. C'est très compliqué comme film. Je vous laisserai un peu prendre la parole dessus, mais notamment, ouais, le jeu qui m'a énormément déçu. Moi, j'ai vraiment pas aimé le film. Hein. Je me suis vraiment ennuyé. Et ouais, moi, je suis pas d'accord avec vous pour dire que même Pierre Ninet, moi, je le trouve pas bon. En fait, ce qui aurait pu être intéressant dans son jeu, c'est de se dire, ok, donc il y a déjà une strate où tu joues déjà un personnage, tu joues ton personnage de coach. Et ça, à la rigueur, c'est ce qui, on va dire, me dérange le moins. C'est sur cette scène de séminaire où en fait il essaye de faire un peu monter la sauce et tout. Il interagit avec le public. Moi, je retrouve vraiment trop le jeu de Pierre Ninet et ça commence un peu à m'agacer de voir à chaque fois les films dans lesquels il joue et de voir le même personnage, de voir Pierre Ninet plutôt que le personnage qu'il interprète. Ça me saoule un peu et tu sens qu'en plus lui il est producteur, c'est son idée. Tu sens qu'il a plutôt fait ce film pour qu'il corresponde à son jeu et à sa personnalité plutôt que l'inverse. Donc déjà, j'y crois pas trop à ce personnage et on va même expliquer son background de manière très maladroite. Hein. Ça va être dans la voiture. Oui, moi je me suis heurté à l'algorithme pendant des années. J'ai vécu dans un 6 mètres carrés à manger des pâtes.
là, à un moment, dans le texte, c'est cool de mettre tout ça d'un coup. T'es censé montrer un peu d'où il vient et voilà. Donc c'est hyper maladroit. Oui, vas-y. Il y a plusieurs moments dans le film où il va mentir sur sa vie et c'est justement la confiance que tu donnes à ce personnage et du coup, qu'est-ce que t'en sais qu'il a vécu ça? Et ça, moi, je trouve que c'est une idée intéressante. Peut-être qu'il a rien vécu de tout ça, peut-être il a jamais eu de problème dans la vie, tu vois. Oui, et en plus, tu sens qu'il vient d'une famille aisée parce que son frère, lui, déjà, il a un bon travail, enfin, la maison dans laquelle il habite. En fait, quoi qu'il arrive, tu sens qu'il vient d'un milieu quand même aisé. Mais effectivement, comme tu dis, ça aurait pu être intéressant ce côté. Voilà, on sait pas défaire la vérité du mensonge, tout ça. Moi, je trouve tout maladroit. Il y a un moment une ref à l'Iliade que j'ai trouvé très. Bon, on appuie vachement le propos, mais encore. Et à un moment, il y a Pierre Ninet qui a un appel devant une tapisserie et dans un hôtel, et tu te dis ah ouais, d'accord, c'est juste à côté de tapisserie sur l'Iliade et tout, trop cool. Et donc je fais un clin d'œil à Jade et après ils nous font un gros plan dessus, histoire t'avais pas compris, elle est juste là, bande de teuteux. J'allais dire exactement la même chose, c'est drôle. Oh, putain. Et en plus là où je trouve que le film est vraiment maladroit souvent, c'est que encore tu vois, je me dis bah ok, ça c'est par rapport au personnage d'Anthony Bourgeon, donc l'Iliade, ok, le gros plan, je me dis bon, j'avais compris avant, et après j'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi il y a une tapisserie de l'Iliade en fait comme ça? En plus c'est une salle de sport et ça n'a rien à voir en fait avec le truc, donc c'est trop bizarre qu'il y ait cet objet là précisément cet endroit. Donc c'était pas dans l'hôtel la tapisserie un hôtel, mais enfin c'était pas à Las Vegas, non? Je sais plus si c'est une salle de sport ou c'est après la séance de sport. C'est avant Las Vegas, parce que c'est là où du coup enfin bref, dans tous les cas ça n'a rien à faire ici quoi. Oui, c'est ça. et voilà, encore une fois, mais comme avait dit un peu Jade, c'est un thriller dont on connaît les codes et dont on est un peu fatigué, et juste changer les métiers et les acteurs, ça fait pas tout. Mais enfin voilà, moi franchement Yann Gozlan et les acteurs encore à la rigueur, tu vois. Moi Yann Gozlan, vraiment je vous conseille, moi j'avais adoré Burnout. Et là, tu vois, ça partait un peu plus en montage. Là, je trouve même niveau mise en scène, il y a des trucs qui filment pareil que les autres. Tu vois, il y a un moment où on va assister à une grande scène où il va y avoir plein de public et tout. Tu vois, et déjà, c'est filmé pareil, en mode point de vue, la caméra un peu floutée et tout. Donc, je me dis, il y a beaucoup de fainéantisme là-dedans. Tu sens que c'est fait vraiment dans une certaine frénésie. Jade avait dit, tu vois, je reprends quand même tes arguments. Hein. Ouais, mais ça va, tu me Et Jade, elle disait que peut-être ça s'était fait après le succès de Monte Cristo. Il s'était dit, putain, là, il y a un truc à faire, il faut surfer sur la vague, etc. Oui. Et tu sens que le film était un peu fait dans la précipitation. Donc, ça fait un thriller qui est pas très divertissant à mon goût. Et moi, j'ai trouvé ça bof. Mais je pense que bof, ça correspond parfaitement au film. Parce que, en vrai, je trouve que comme thriller, il marche. Je pense que j'ai ressenti une tension. Et je sentais que les gens autour de moi la ressentaient aussi. Et de ce point de vue-là, il marche. Je trouve que la mise en scène est peut-être effectivement maladroite, mais elle est réfléchie à certains moments. On a vraiment, je trouve, des beaux plans. Le problème, au-delà du jeu d'acteur, et on va pas se répéter, c'est la crédibilité. Je trouve que le personnage de Mathieu Vasseur, et c'est quand même un gentil gourou, hein. Oh là là, mon bichon. Oh, personne t'aime, mais nous on t'aime. Mais quel enfer, mais quelle angoisse. Ouais, c'est dépend. Ça, on a peur de ça, genre, on a peur de ce gourou-là. Ça dépend des moments. Au bout d'un moment, quand même, il y a une scène notamment où il prend un peu de. Oui, mais c'est plus en mode, ok, il pour montrer son influence, mais c'est une influence qui est bon. Pas méchant, tu vois, parce que moi je trouve que là où il y a un moment il franchit un pas, quand même, il franchit un pas où ça peut avoir des vraies répercussions sur une vie. Oui, mais je pense qu'il pouvait aller plus loin, et pour moi je trouvais ça dommage parce que au-delà de surfer sur le fait que Pierre Ninet a l'entertainment en ce moment, il surfe aussi sur les influenceurs là qui se passent en moment avec les commissions d'enquête qu'on a eu il y a quelques mois, il y a 6 mois auparavant. C'est vrai. Je trouve qu'il y a tellement de faits intéressants qui sont hyper importants à dire sur les gourous qui sont misogynes, qui ont des vraies visions de la société hyper nocifs. Je voulais retrouver dans ce film. Comment on en arrive là en fait aussi. Comment on arrive à être misogyne, comment on peut avoir des moves d'extrême droite atroces et influencer des gens là-dessus. Et c'est ce que je voulais voir dans le film, et ce que j'ai pas vu. J'ai vu un mec hyper gentil, hyper chill guy, en mode je vous aime tous, on s'aime tous, il faut qu'on soit hyper. Et aussi les phrases dans les commissions d'enquête, il y a eu des phrases qu'on ressortait aux influvoleurs qui sont juste horribles, notamment si je peux sortir un exemple de Alex Hitchen où il dit si elle a un body count élevé, c'est une, tu lui prends ou pas, c'est une. Et je vais voir ce genre de phrases qui sont répétées par d'autres gens. Et là, la seule phrase qu'on a reproché à ce Mathieu Vasseur, c'est tu penses ce que tu es ou un truc comme ça. Ce que tu es, dans ce que tu veux être, c'est ce que tu es.
Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ouais, mais tu vois, c'est une phrase bateau que Véronique, Oui. 45 ans, pose sur Facebook avec un magnifique coucher de soleil. Enfin, Je capte. c'est Ah oui, c'est- complètement. c'est- Mais c'est après, plat, ça quoi. pourrait C'est être plat de intéressant. fou. Mais Le c'est ce truc qu'ils ont essayé de faire, je pense. Oui, pardon. Alors, juste le côté, il a des bonnes intentions, mais ça fait quand même du mal aux gens et ça brise quand même des vies. Ça pourrait être intéressant, mais je suis d'accord avec toi que au final, enfin très rapidement dans le film, c'est plus le propos. Ouais, exactement. Ouais, on perd le propos. Après, je trouve ça normal que les phrases comme ça soient vides de sens, parce que c'est aussi ce dont parle le film, c'est que ces coachs en développement personnel, tu comprends que c'est un système en fait. Au bout d'un moment, t'as une hiérarchie en fait de coach, et que c'est une parole qui se répand tellement qu'au bout d'un moment, elle perd de sa substance. Tu ne sais même plus qui l'a dit en fait. Et du coup, c'est normal que cette phrase sonne vide, même si bon, effectivement, Ouais. un peu cliché quoi, mais bon. Oui, comme Oui, le fucking go for it, Ouais, ou un fucking truc comme go ça, for it, qui c'est ça, reprennent qui tout le est long du vachement film. pris. Un autre point que je trouvais ça terrible, je sais pas si vous avez eu le même pressentiment, c'est cette fin qui ne veut rien dire. Cette fin, on nous arrête à un moment donné, et j'avais l'impression d'avoir regardé une série où je me suis, je suis rentré chez moi, je me suis dit De quoi, le dernier plan même la séquence de fin, Ah. elle termine sur quoi? Il y a en tellement gros, de En fait, le questions pas dilemme du répondues. film, comme c'est un thriller psychologique, et Mathieu Vasseur en parle, en gros, Coach Matt, c'est un personnage qui l'incarne. Tout le dilemme, c'est qui va prendre le dessus sur Mathieu Vasseur et Coach Matt. Et à un moment où il commence à devenir de plus en plus fou, c'est qu'est-ce qui va rester de lui? Est-ce que c'est Mathieu Vasseur qui va gagner, ou est-ce que c'est Coach Matt? Et la fin répond par ça en disant que l'un des deux finit par... Mais il y a trop de d'être, réponses quoi. du coup pas répondues dans le fait de la pression qu'il va subir par un de ses collègues, sans spoiler, des répercussions Oui, mais qu'il a fait. L'enjeu principal, c'était pas ça, parce que c'est un thriller psychologique centré sur la psychologie du coup du personnage de Pierre Ninet, et pas tant sur le métier du coach. Enfin, c'est ce que vous avez dit, c'est pas, ça parle pas du tout du métier du coaching, c'est vraiment un thriller psychologique. Donc l'enjeu principal, c'était la folie du personnage de Pierre Ninet. Donc voilà. Ok, ouais, je peux comprendre. Voilà, donc Gourou qu'on a beaucoup aimé. Grave. Parce qu'on a bien parlé dessus. Hein. C'est quoi votre rêve le plus fou? Moi, je pense que c'est le rêve américain, mon rêve le plus fou. Hein. Plus de parking à Paris. Plus de parking à Paris. Non, Jules l'a on dit, s'est rêve de ça. on s'est battu pour les pistes cyclables. Ouais, Oui, tu bah alors, nous mets plus de parking et de pistes pistes cyclables. alors, Ouais. Plus de parking à vélo. Ah, Non, ouais. Ouais, tout ça, ouais. Faire la paix dans le monde surtout. Ouais, grave. Moi, c'est devenir milliardaire. Bah, Pourquoi rêve encore. Ah. La méritocratie, Lucas, tu connais pas? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. C'est vrai. Et bah pour Michel Franco, en tout cas, son rêve, c'est qu'on dise du bien de son film, à savoir Dreams. Is he in your program? No. Where'd you learn how to dance? In Mexico. You beg for money on the street down there too? Dreams, nouveau film du réalisateur mexicain Michel Franco, qui retrouve de nouveau à ses côtés Jessica Chastain ainsi que Isaac Hernandez. Fernando, jeune danseur mexicain, rêve d'une carrière aux États-Unis et mise tout sur sa relation avec Jennifer, une américaine influente, mais son arrivée bouleverse l'équilibre de leur relation, révélant un rapport de pouvoir aussi intime que destructeur. Je vais commencer très rapidement parce que j'ai rien à défendre en fait sur ce film, parce que rien ne m'a plu. Je ne suis jamais rentré dans ce film, c'est dingue. C'est vraiment, les 1h30 m'ont paru comme une éternité, et je pense que même c'est un défaut, je crois que t'en avais parlé après la sortie, c'est un film en plus qui se termine jamais. Et je me disais à un moment, mais c'est quand que je pourrais enfin sortir de là, de cet enfer? Moi, juste rapidement, sachez qu'il y a une grille de lecture avec les red flags cinéphiles. Voilà, c'est une grille que j'ai mise en place, et vous pouvez cocher des cases, et t'as plein de cases. Hein. Voilà, par exemple, si ton film a des chapitres, c'est red flag. Voilà, si ton film a une voix off, par exemple, c'est red flag. Et t'as 2 red flags qui existent et que vous pouvez repérer vous dans les films que vous voyez. C'est si ton film a un découpage dans le temps très archaïque, c'est que ton film en fait de manière linéaire a rien à raconter. Donc au montage ils se sont dit oh là là, on va tout découper et on va faire genre que c'est ultra complexe. Genre par exemple Deadpool le fait, il y avait l'amour au présent je crois qui le faisait. Donc ça c'est un des red flags. Il y a un autre red flag qui est de dire ah bah tout ceci n'était qu'un rêve. Voilà. Et je ne veux pas spoiler. Je ne veux pas spoiler. Mais il réussit à aligner 2 red flags en même temps et je trouve ça complètement dingue. Et surtout que pendant le film je me disais ah bah ça doit être ça. Et en fait, quand on arrive à cette conclusion, je me dis, bah oui, bah voilà, bien joué à moi. Au bout de 10 minutes, j'ai trouvé. Et il me fait genre que c'est du suspense. Attention, tu sembles perdu, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est vraiment très évident. Donc bon, bah, je passe pas un très bon moment. Voilà. Et puis c'est écrit par
Il y a plein de scènes qui me mettent très mal à l'aise. C'est écrit comme un collégien de 12 ans, quoi. Oui, Ouais, globalement. c'est dur. Mais bon, je vais vous laisser la parole, là, Julie et Jade. Vous faites équipe, là. Ah, bah, vas-y, Let's vas-y. go. Allez. Et non, en vrai, moi, je trouve qu'il y a des trucs à sauver quand même de ce film. Il est voilà, je suis pas rentré dedans, mais il est quand même rentré en moi un peu contre ma volonté. Si je peux me faire, D'accord. je me permets de faire cette balle, mais Allez. Je te solidarise finalement. non, en vrai, je trouve qu'il a. Let's go équipe. Ok. Non, en vrai, je trouve qu'il a quand même une mise en scène qui est sympa. Je trouve qu'il a une belle composition. Il y a des plans qui m'ont quand même marqué. Je trouve que franchement, il y a une vraie patte artistique. On en discutait de toute façon, Lucas. Je pense que je te laisserai plus partir sur ça parce que c'est nous qui décidons de quoi tu vas parler, en fait. Oui, j'avoue. Non, Depuis tout à l'heure, ouais, Lucas t'en parlera. Parce qu'on en a parlé en amont. Ouais, on en a beaucoup parlé. Comme t'avais plus de rêves via ce réel, je pense que tu seras plus apte à parler de ça. Mais effectivement, de gros points faibles, tu l'as dit, il y a des séquences qui sont beaucoup trop longues, beaucoup trop gênantes, tout envie de partir de la salle tellement que c'est dur à voir. Pourtant, il y avait un discours, je trouve, qui était intéressant, que je voulais savoir, mais ça se dispersait trop dans les points de vue. On n'avait pas le temps de s'intéresser au personnage ou s'attacher au personnage. Tu prenais qu'un point de vue. Je trouve que là, il y avait moyen de faire un beau film. Et un autre point faible que je leur reprocherais, c'est que merde, le film a commencé à m'intéresser où je me suis dit ah ouais, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai impact, mais à 30 minutes avant la fin, quoi. Ouais. Et je me suis dit merde, quoi, une heure et demie pour nous introduire des personnages donc qui sont même pas intéressants, donc tu pars dans tous les sens, tu nous mets des scènes qu'on a flemme de les voir parce qu'elles sont pas intéressantes pour le reste de l'histoire. Et tu nous mets 30 minutes bien, donc ouais, vraiment. Sachant qu'en plus, il y a un truc qui me met très mal à l'aise. Donc, on va suivre deux points de vue entre celui de Fernando et de Jennifer. Et en fait, ces deux-là sont dans une relation de domination par rapport à l'autre. Et du coup, ces deux acteurs, constamment, vont essayer de prendre le dessus sur l'autre dans leur jeu. Et donc, en fait, je t'as un supprime la truc... critique. Bah ok, si tu veux, je te laisserai bien en parler. Attends. Mais du coup, c'est un truc qui me met très mal à l'aise d'avoir des acteurs qui essayent de plus jouer que l'autre tout le temps. Et enfin, ouais, il y a un truc qui marche pas là-dedans, quoi. Donc... Oui, après, par rapport à ce truc-là de la domination, bon, après, il y en a une qui prend quand même bien plus le dessus, à part effectivement dans des scènes de sexe notamment où il y a, ce jeu-là est du coup beaucoup plus frontal et plus brut, quoi. Mais sinon, moi, ce qui me dérange globalement, c'est que j'ai quand même l'impression d'avoir vu pas mal de fois ce truc-là, cette relation. Cette relation-là, on va te montrer, du coup, comme tu disais, donc en fait, une femme blanche et riche qui va, elle, donc exercer sa domination par l'argent, la tromperie, la manipulation, etc. Le mensonge, ouais. Le mensonge, voilà. Et il y a quand même ce truc, du coup, vers les 30 minutes où moi, vraiment, je crois que c'est à ce moment-là où j'ai failli partir. Où, du coup, en fait, l'homme, donc, qui en plus donc, est un homme immigré, lui, on va le montrer comme sa manière d'exercer sa domination, c'est par la force brute, par la violence. Bestiale un peu. Ouais. Bestiale. Ouais, horrible. Et moi, ça me dérange profondément que pendant tout le film aussi, on objectifie énormément le corps de l'acteur. À la fois, effectivement, en montrant le point de vue de Jennifer, c'est ça, sur lui. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que le réalisateur ne prend aucun recul par rapport à ça et que même dans des moments où on est censé nous montrer le point de vue de Fernando, moi, je le vois tout le temps hyper sexualisé, objectifié. Enfin, vraiment, dès la première minute où je le vois, je me dis ah ouais, ok, on veut le montrer comme justement un homme beau, musclé, machin. Et il n'est que rapporté toujours à son corps, en fait. Et ça me dérange de montrer un personnage comme ça tout le long. Et donc, voilà, cette fin-là, ces 30 minutes-là où lui exerce sa violence, sa force, tu fais, déjà, waouh, le ressort scénaristique, j'en ai un peu marre de le voir, honnêtement. Et il est pas très intéressant. Et je trouve qu'il y a vraiment une sorte de morale un peu de tous pourris. Enfin, à partir du moment où tu donnes un peu de pouvoir aux gens, ils en feront forcément du mal d'une manière ou d'une autre. Enfin, ils feront forcément du mal aux autres d'une manière ou d'une autre.
Non, ça me dérange profondément. Et puis après, pour le reste, bah. Ouais, non, ça m'a pas passionné. J'ai trouvé ça vraiment. Même en termes de mise en scène et tout, il y a rien qui me marque pour le coup. Il y a rien qui. Enfin, à part me gêner profondément. Non. Et des plans ça me fixes marque pas. très longs. Oui, regarde mon cadre. Regarde comment je sais faire des cadres là. Ouais, tu fais, ah ouais, super. Ok, trop cool. Et Cool, pourtant, Michel. c'est le réal de Memory, qui est un film que j'avais bien aimé, mais dont je n'ai plus aucun souvenir tellement il m'a marqué. Et On va te faire foutre. Non, écoutez, je pense qu'il y a quand même des choses à dire dessus. Alors moi, Dreams, c'est un film donc, que je voulais voir. J'ai posé mon 49.3 déjà parce qu'on était... En fait, nous, notre règle, c'est qu'on a le droit à un 49.3 par mois. Donc du coup, là, ce n'est ça pas me coûte- cumulable. Donc, Et ça me coûtait rien. Donc Oui. vraiment, j'avais intérêt à le mettre. Et je voulais le voir parce que moi, j'avais vu les 2 précédents films de Michel Franco. Alors Michel Franco, lui, on le connaît depuis 2012. Il a commencé à faire des films qui étaient visibles au Festival de Cannes. Mais moi, je le connais depuis Sundown, quoi. Et j'avais... en quelle année Sundown 2020. Ah ouais, Voilà, donc c'est un réalisateur qui fait pas mal de films et moi ce que j'aimais bien dans les 2 films que j'avais lu, donc Memory et Sundown, c'était que c'était des personnages atypiques déjà, tu vois. Sundown, c'était un mec qui alors c'est souvent des blancs riches, hein, mais en fait c'est Hyper atypique. ouais, mais en fait, on les montrait sous un jour qui était hyper intéressant. Sundown, c'était l'histoire d'un gars qui était en vacances à Acapulco et toute sa famille part à cause d'un décès d'un des parents de la famille. Et lui, il dit putain, j'ai oublié mon passeport, je vous rejoins après. Alors qu'en fait, lui, il veut rester là. Tu vois, et donc il passait tout le temps à Acapulco et il était dans un hôtel hyper luxueux et tout, et après il va se retrouver dans plutôt les quartiers plus pauvres et il va commencer une histoire d'amour avec une meuf qui habite dans le coin. Et donc en fait on arrivait à créer du lien avec 2 personnages qui normalement n'auraient jamais dû se rencontrer, tu vois, parce que d'habitude on rencontre toujours des gens de notre même milieu social. Donc c'est toujours intéressant de faire rencontrer 2 personnes différentes de ce point de vue-là. Et niveau mise en scène, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants parce que on peut voir là dans Dreams Memory surtout que une séquence sera composée de 4-5 plans, mais grand maximum. Parfois on a des longs plans séquences, et quand on dit plan séquence, souvent on s'imagine un truc en steadicam où on va partout. Non, parfois c'est des plans fixes séquences, et là certains se tirent une balle. Moi je trouve que c'est intéressant. Alors Michel Franco, il a dit c'est l'ennemi du monteur parce que lui il déteste qu'au montage ils aient le choix. Il veut pas, tu vois. Ah ouais, sympa. Et donc, bonne ça se relation de voit. travail en tout Ça cas. se voit, ça se voit. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut avoir l'emprise sur tout ce qu'il fait, et dans Memory ça a apporté vraiment quelque chose parce que justement sur ce caractère-là de mise en scène, pour moi ça prend tout son sens, tu vois. Je trouve que en faisant du cinéma, parfois on s'y perd un peu à vouloir se couvrir finalement. Alors couvrir, quand on dit on se couvre, en général c'est qu'on prend un master, donc un plan d'ensemble, des gros plans, parfois même 2 gros plans, donc 2 plans sur un tel qui parle, un plus gros plan au moment où il est vraiment en colère, machin. Et donc ça, c'est une manière de voir le cinéma et le montage qui m'ennuie profondément. Et quand tu vois ce genre de plan, tu fais ok, donc un plan fixe qui va composer ta séquence, ça pose des questions au niveau mise en scène, comment on s'arrange, avec quel mouvement de caméra, et c'est ça qui est profondément passionnant. Donc quand t'es un peu cinéphile, que t'as déjà vu beaucoup de choses, c'est intéressant à voir. Donc là, c'est des trucs que je retrouve dans Dreams, et pourtant j'ai pas du tout aimé le film. Alors je me suis posé la question quand même. Ah, j'ai pas du tout. En fait, j'ai aimé tout ce que représente son style, parce que encore une fois, c'est différent. Moi, je trouve que le plan d'entrée du film où t'as un camion juste qui bouge, et après t'as le contre-champ intérieur, je me dis bah en fait, juste un mauvais réalisateur aurait fait différemment, tu vois. Là, c'est quelque chose qui te prend, c'est quelque chose qui te marque. L'image en elle-même a du sens. Et c'est quelque chose que tu trouves trop rarement dans le cinéma. Il y a un moment où il y a une scène de danse où le personnage va danser, et un réalisateur, on va dire quelqu'un d'autre en tout cas, l'aurait mis au premier plan. Et là, t'as un plan d'ensemble, tu vois, où t'as plusieurs danseurs qui sont plus proches, et lui, il sera au fond. Et pourtant, c'est lui que tu vois en premier. Et en termes de composition de plan, en fait, faut se rendre compte que c'est beau. Et c'est-à-dire que intellectuellement, on va essayer de te dire ok, c'est là que tu dois regarder, et en même temps tu peux regarder un peu où tu veux, tu peux t'amuser à faire ton propre montage, tu vois, c'est ça qui est trop cool. Je trouve qu'il y a cette idée aussi, j'imagine que l'idée aussi c'est le talent du mec, de dire bah en fait parmi tous ces gens là, le mec il est au fond et tu ne vois que lui.
Tout à fait. Pour montrer à quel point il est talentueux et au-dessus des autres et que si on lui donnait la possibilité, il ferait une immense carrière. Et même ça décontenance un peu la scène du bar, moi, m'a beaucoup marqué où tu la vois arriver et tu la vois prendre, et c'est une scène qui est assez longue mais qui marche bien parce qu'il y a de l'action dedans. Elle prend une bière, elle prend la bière même d'un figurant, elle le boit à cul sec et elle lui donne l'argent et elle se casse. Et je trouve que ouais, c'est décontenançant. Tu te dis mais attends, waouh, je viens de vivre comme si j'étais au bar, troisième rangée. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bah ouais, c'est ça. Et là, sur ce plan-là, tu vois, avec Jules, il aura peut-être vu ça. Et moi, j'aurais regardé à gauche, j'aurais regardé Fernando plutôt, ou tu vois, en fait, parce que il y a plein de trucs que tu peux voir sur un même plan, et chacun il verra ce qu'il veut. Et donc, ça c'est intéressant, c'est pour ça que moi j'ai envie d'aller au cinéma aussi pour voir ce genre de film. J'en ai marre des gourous, tu vois, j'en ai marre des films comme ça. Dans la vraie vie des gourous, t'en as marre. Et aussi, voilà, moi malheureusement, et ça c'est des défauts que vous avez mis en avant. Alors juste avant de revenir là-dessus, je suis pas d'accord avec toi sur l'objectification de Fernando, sur son corps, etc. On avait reproché à Sean Baker quand il a fait Red Bucket de faire du male gaze, et que d'habitude il en faisait jamais, et là on lui reprochait, et il disait mais oui, mais là c'est à propos, je veux dire, le personnage là il objectifie les femmes, donc ma mise en scène elle doit s'accorder. Et là le personnage, c'est normal de le réduire à juste son corps, de montrer que c'est tout ce qu'il est, parce que c'est comme ça qu'il est vu, qu'il est perçu par le monde. Surtout que lui, comme on disait avant, c'est un émigré, et que évidemment dans le film on parle de racisme, mais un racisme insidieux où effectivement on ne le réduit que à son corps, quoi. Et donc à la fin c'est tout ce qu'il devient, c'est tout ce qu'il pense être, donc il l'utilise pour faire du mal. Encore une fois, moi je suis d'accord avec vous que se servir de son corps et de cette violence de telle manière, c'est un ressort scénaristique dont on a marre, qu'on a déjà vu dans The Brutalist par exemple, et voilà, on sait que, j'ai pas envie de dire ce qui se passe, mais en tout cas c'est un truc dont vous en doutez, hein. Voilà, vous en doutez, c'est un truc dont on peut être fatigué, et effectivement le scénario, moi par rapport à d'autres, c'est là où il devrait être fort, c'est là où il devrait être plus pointu que les autres, et il l'est pas. Et c'est un peu classique. Pour le dernier film, vous savez, nous dans le podcast, on aime bien parler de cinéma d'auteur, mais bon, faut pas abuser, on va pas tout de même parler d'un film russe sur un chasseur de baleines qui tombe amoureux d'une camgirl, pas vrai? Bah non. C'est des artistes torturés, nous, ou quoi? Баб красивых вот так. На Аляску собрался. За бабы. Le chasseur de baleines, réalisé par Philippe Youriev. Lechka, adolescent vivant dans un village isolé du détroit de Bering, partage son quotidien entre la chasse à la baleine et une vie immobile au bout du monde. L'arrivée d'Internet et la découverte d'une camgirl fait naître en lui un puissant désir d'évasion et d'amour. Tout le monde me regarde. Okay. Ouais, c'est un peu ton domaine, quoi. Donc, c'est un peu mon domaine. Les chasseurs de baleines. La chasse à la baleine. Ok. J'ai chassé une baleine à bosse lundi matin, là. Ouf, pas facile. Hein. Non. Ouais, c'est un film qui m'a énormément intéressé. C'est un premier long métrage qui a été, d'ailleurs, en fait, qui a été réalisé en 2020. Donc, il est sorti très tard en France. Mais c'est je pense que c'est important aussi de le recontextualiser parce que 2020 pour la Russie, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Oui. Et du coup, c'est un peu logique que. C'est-à-dire. Pas grand-chose. Non, mais du coup, c'est aussi pour ça que ce film existe, parce que je pense que en ce moment, ce serait un peu plus compliqué d'écrire un scénario comme ça et de pouvoir le financer. Mais du coup, ouais, je trouve donc c'est un premier long métrage et que ça se voit quand même par l'envie justement du réalisateur de faire tout plein de choses. Il y a plein de petites idées qui, on va pas se mentir, marche plus ou moins bien selon les moments. Mais il y a des trucs tout cons de, je sais pas, il y a eu un moment, tu vois, je me dis, ah ouais, on arrive, il y a un plan où le plan est totalement à l'envers. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait. Et vraiment, quand je vois le truc, je me dis, oui, bon, d'accord, là, ça n'a aucun sens, juste, t'as envie de mettre ta caméra à l'envers et tout. Ouais. Et puis après, tu fais, on veut te montrer, ok, c'est le point de vue des deux adolescents qui font le cochon pendu sur le truc et tout. Et c'est plein de petits trucs comme ça, tu dis, oh, t'as envie de tester des trucs avec ta caméra. Moi, ça me plaît, j'aime bien voir ça, j'avoue. Après, c'est vrai que au niveau de la photographie, par exemple, on est sur une photo qui est honnêtement assez jolie, mais que j'ai l'impression d'avoir vu quand même pas mal de fois, notamment dans le cinéma russe, où ça va jouer beaucoup du coup sur les contrastes, dans le sens où le milieu dans lequel il évolue, c'est un milieu très froid.
qui va du coup être très contrasté avec la chaleur, notamment des bougies, de toutes ces lumières très très chaudes. Oui, en plus, il va beaucoup travailler le flou dans les hautes lumières pour donner un aspect un peu gloomy, féerique. Oui, tout à fait, ouais, et notamment en pleine mer, il y a justement, il travaille beaucoup sur la brume, sur le brouillard et sur justement l'idée de, quand le personnage est perdu en mer, c'est assez logiquement, du coup, on ne voit pas grand-chose avec lui. Mais voilà, du coup, il filme quand même des paysages russes comme j'ai l'impression qu'on les a quand même pas mal déjà vus, honnêtement. Même si, j'aime toujours voir ces paysages-là. Et après, même le point de départ m'intéressait pas mal. Enfin, je veux dire, c'est une île entre la Russie et l'Amérique. Genre, c'est fou oui. De se dire, ok, en fait, qu'est-ce qui te différencie, toi, petit jeune russe, d'un petit jeune américain, et en quoi, toi, t'aurais pas les mêmes droits, en quoi, toi, t'aurais pas la même adolescence et donc, tout ce point de départ-là me plaît beaucoup. Sachant que, si je peux me permettre aussi, ce qui est intéressant comme idée, c'est qu'il est abandonné des États-Unis parce qu'il n'est pas américain, mais il est également abandonné de son propre pays. T'as l'impression que cette île-là, même si elle est russe, en fait, il est quand même isolé de tout. Donc, je trouvais cette idée assez chouette. C'est ça. En fait, ils n'appartiennent presque à aucun pays, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un manque de repères qui se retrouve aussi dans le personnage en lui-même et dans le fait de se dire, vraiment, pendant tout le long, je suis avec lui en mode, mais effectivement, mec, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi? Enfin, il y a vraiment ce truc-là de comment tu peux évoluer dans ce milieu-là, comment tu peux grandir, comment tu peux... Enfin, voilà. Et le monde de manière toujours très sensible, très simple, en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et alors, bien sûr, du coup, si on parle un peu de cinéma russe plus généralement, il y a un hommage à Léviathan que j'ai vu cette semaine en plus d'Andrei Zvyagintsev, parce que donc si vous n'avez pas forcément vu Léviathan, regardez ne serait-ce que l'affiche de Léviathan, c'est un énorme squelette du coup de baleine. Donc c'est ça l'affiche de Léviathan, et il y a toute une séquence notamment là aussi et donc il y a cette idée qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma de Zvyagintsev de la tragédie, donc pas dans le sens un destin dans le sens orthodoxe, religieux, d'une sorte de destinée auquel tu ne pourras pas échapper, mais juste des personnages qui font toujours les pires choix possibles pour eux-mêmes, notamment repousser les gens qu'on aime, tout ça. Donc ça, c'est des trucs dans l'intimité, dans les relations aux autres, qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma de Zvyagintsev. Et donc, pour un réalisateur un peu nouveau et tout, je trouve ça intéressant d'avoir ces références-là. Moi, c'est un film où j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais, mais là, vu le pitch de départ, mais c'est tellement à l'opposé du cinéma avec lequel j'ai grandi, c'est tellement à l'opposé de tout ce que j'ai vu. Je me disais, ça va être compliqué, j'arriverai pas à rentrer dans le film. Et premier plan, c'est un sac en plastique qui est balayé par le vent. Et puis après, tu vois des rues de New York, mais filmées comme le nouvel... de Détroit, pardon, qui est filmé comme le nouvel Hollywood. Avec une musique western un peu. Oui, avec une musique très western. Et du coup, je me suis dit, ok, donc en fait, l'ambition du film, c'est pas du tout ce film social, profond, intime, avec, vous savez, genre deux Russes qui se parleraient avec 30 secondes d'écart. Et qui s'appelle Piotr. Et qui s'appelle Piotr, ouais. Là, sur cette scène d'intro, je me dis, ok, c'est hyper intéressant, hyper innovant, hyper moderne. Ça a un discours sur l'internet. Horrible de dire ça. C'est un discours sur internet. Sur le web. Sur la toile, les jeunes. En fait, c'est censé rapprocher les gens, mais au final, t'as quand même une distance, ça met énormément de distance. T'as également tout un discours sur le porno, parce que là-bas, dans ce village, en fait, ils regardent des camgirls, mais genre comme si c'était une série Netflix, quoi. Genre enfin, tu sais, genre. Tous ensemble, surtout. Ouais, c'est ça, entre deux chasses à la baleine. Ouais, t'as pas l'impression que ça les moustille de ouf, hein. Franchement, comme ça, frère. Et même, je trouve que c'est un film ultra fascinant à étudier, genre par exemple si jamais vous avez envie d'écrire des scénarios par exemple, parce que le point de départ c'est donc un garçon qui est amoureux d'une fille qui est à l'autre bout du monde pour lui, et du coup comment ils vont faire pour se rencontrer? Là tu vas mettre des obstacles. Déjà t'as l'obstacle de la langue, donc là il va commencer à apprendre la langue. T'as l'obstacle donc de la frontière, enfin de la distance à parcourir. On nous dit qu'il y a un gars qui a essayé mais qui est mort. Enfin il y a
plein de choses comme ça. On va te mettre plein d'obstacles et comment ce personnage va essayer de franchir chacun de ces obstacles pour dire qu'au final, c'était pas ça ta destination, c'était pas ça ton point d'arrivée. Donc ouais, c'est assez fascinant à étudier. Donc voilà, moi je vous invite à le voir, surtout qu'il n'est pas beaucoup distribué, donc faut donner de la chance à ces petits films, quoi. Je suis assez d'accord avec vous, hein, surtout c'est des plans qui sont magnifiques. Il y a des moments où, alors il joue avec sa cam, mais il joue aussi avec un drone qui est hyper beau. Oui. Les plans où il s'éloigne, où tu les vois couper la baleine. Je trouve que c'est vraiment des trucs que j'ai envie de voir plus, quoi. Cette beauté du monde et des paysages qu'on ne voit pas, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et je l'ai trouvé intelligent dans le scénario, comme tu disais. Aussi parce que on sent que ça parle beaucoup de solitude aussi, de ce petit bonhomme qui a pas beaucoup de chance parce que sa seule famille c'est un grand-père qui lui dit qu'il va bientôt mourir. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'humour autour de ça et je trouve ça chouette. L'intelligence aussi j'ai trouvé, c'est que il nous montre à aucun moment, voire peut-être une séquence mais qui est un peu extérieure, des filles de son âge ou d'autres populations un peu de son âge, enfin bref. Ouais, parce qu'il y en a pas, quoi. Et parce que il y en a pas, il y a que des bonhommes qui vivent dans des petites Il y a que son meilleur pote. et son meilleur pote qui est là pour le soutien. Il y a des beaux moments, je trouve, en plus de fraternels où ils sont les deux en moto, qui sont bien filmés. Et j'ai été surpris, surtout quand vous m'avez dit allez Jules, viens, on va voir un film russe, un peu d'auteur dans un petit cinéma indépendant. C'est un montage qui est aussi à certains moments dynamique. On peut le dire, qui a un rythme qui est très sympa à voir. Plus que Dream, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais. Et je pensais pas dire ça, mais plus que Dream. Et non, c'est super beau. Et ce qui a fait aussi beaucoup pour moi, qui m'a fait beaucoup l'apprécier, c'est aussi cette fin. Où normalement, je suis pas trop friand de ce genre de fin, mais je nous ai vus sortir du cinéma avec une interprétation de cette fin différente, un débat qui Après, a duré c'est quand juste même. Lucas qui a pas compris, mais bon. oui, s'il y a que Lucas qui a pas compris. Oui, il m'a dit le débat et je suis d'accord avec vous. Hein. Okay, Parce que pour moi, vous avez la vision la plus simpliste. Alors que non, c'est pas comme ça. Alors, non, justement, je pense que c'est toi qui as les simple. Non, parce que ça, c'est déjà des trucs que t'as déjà vu au cinéma. Ah oui, mais enfin, j'ai pas trop envie de trop. J'ai pas envie de trop en dire, mais. Alors que moi, j'ai la vraie interprétation. T'as la vision. Moi, en tout cas, ça a amené beaucoup de débats et je l'ai trouvé très très beau, très rythmé. Le seul truc que je peux leur reprocher, mais que toi t'as bien aimé du coup, Elliot, c'est voilà, ces moments un peu fantastiques qui sortent un peu de nulle part pour moi et j'ai un peu soufflé et je me suis dit bon bah écoute, ok, j'accepte. Et quelques longueurs à certains moments, mais voilà. Moi, je voulais juste ajouter un trigger warning de baleines qui se font déglinguer. Et, Oui. ça, Ouais. c'est pas facile à voir, quoi. Donc voilà, trigger warning. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je vois des intestins de baleine. Genre. Ouais, putain, vous m'avez volé. Où il tout joue le- avec d'ailleurs, c'est ça qui est hyper. Ouais, tout à fait. Oui, ouais. en fait, ouais, non, mais c'est hyper. Enfin, Qui te décontenance comme un image, peu. c'est hyper fort. Ouais, de dire, ça en fait, ils sont décontenance de tellement fou. habitués à ça que, oui, voilà, Ouais. bah, tu joues avec dans l'eau, quoi, Et normal. en même temps, ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle. Bon, eux, c'est des chasseurs de baleines, et tu pourrais dire, en tant qu'écolo, oh, mais ça va pas ce qu'ils font, etc. Enfin, l'empreinte carbone que nous on a et que eux ils ont, c'est pas Elle est comparable, tu minime. vois. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi un peu leur seul Et ce- moyen de survivre aussi. Parce Et que... puis ils nourrissent tout le village avec, Ouais. avec la baleine qui tue, tu vois. Oui, Alors- c'est ça, c'est pas pour faire de l'export. Hein, Voilà, C'est pas pas maquillage, je pense. Et c'est- ouais, tu vois. Exactement. Donc, en fait, ça fait que chasseur de baleines, mais on peut pas se permettre de juger ces personnages. En tout cas, quand on le visionne, c'est pas du tout le ressenti que j'ai. Je me dis pas, putain, salaud, tu vois. Non, ils nourrissent tout le village avec. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de nous montrer. C'est pour ça qu'on fait des films aussi à la base. Et c'est pour ça que j'aime bien celui-ci. C'est de nous montrer des sociétés un peu différentes où chasser la baleine, c'est son quotidien. C'est la seule manière de pouvoir nourrir tout ton village. D'ailleurs, c'est un peu une forme de communisme, hein. Parce qu'ils distribuent la viande à tout le monde sans contrepartie. Donc ça, c'est intéressant. Effectivement, comme tu disais, Jules, mais c'est des paysages que nous, en tout cas, tu sens que l'impression qu'on a, c'est que le cinéaste, il vient du village. Tu vois, l'impression qu'on a, c'est que y a quelqu'un qui a pris sa caméra et qui a filmé comme si sur place, comme s'il vivait, comme s'il connaissait chaque parcelle de cet endroit. Et c'est ça qui est fou, c'est de vraiment avoir l'occasion de visiter. Et c'est ça qui nous manque parfois quand on va au cinéma. Bon, on essaie de nous faire voyager, mais on n'y croit pas. Et là, t'as quelque chose, oui, t'as un film qui a pas énormément de budget, mais par contre, t'as énormément d'images qui sont marquantes, ne serait-ce que des vieilles épaves de bateaux, tu vois, des trucs le village, le tout petit village perdu au milieu de nulle part, les intestins, comme vous disiez, de baleines, et les jeunes jouent avec ça. En fait, tu te dis, mais putain, je vois une image qui me semble être
prise sur le fait, quoi. C'est nous montrer, pour une fois, vraiment, une autre forme de société humaine, d'une autre forme de vie. Et ça, c'est trop cool, parce que quand on essaye de faire des blockbusters en mode Predator, par exemple, on va visiter, ou même Avatar, tiens, où on va aller chez Avatar et qu'on essaie de te dire, oui, ça, c'est une forme de société complètement différente, et qu'en fait, tu nous montres juste des gars qui font des checks, donc des Américains, en fait, eh ben non, c'est pas ce que t'es venu voir. Et là, oui, pour les gens qui veulent aller au cinéma, etc., là, vous allez vraiment voyager, vous allez découvrir d'autres personnes, et c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. Ainsi s'achève l'épisode, les amis. non. Putain, merde. Je suis désolé, je dois retourner au taf demain. C'est pour ça, je suis un peu tendu. Ah non. Mais avant de se Tu quitter, sais ce que t'as à faire, Lucas. Prends ce téléphone. Avant de se quitter, on peut faire un petit tour des recommandations si on a aimé des choses cette semaine, parce qu'on aime forcément plein de choses dans la vie, donc on peut en parler, quoi. Moi, j'ai une reco obscure à vous faire. Alors, en fait, c'est une vidéo d'un youtubeur qui parle de foot et qui s'appelle Football. C'est la chaîne que tu m'as recommandée. Ouais, Ah, j'ai pas encore Football compris. Meta, et il a fait une vidéo qui était extrêmement intéressante. Alors moi, je m'intéresse au foot, je suis mon équipe d'Arsenal quotidiennement, mais en plus de ça, j'aime bien suivre des équipes qui sont intéressantes, qui proposent quelque chose de intellectuellement et philosophiquement différent. Et là, donc c'est une vidéo sur une équipe de 2e division espagnole qui a adopté la philosophie, donc on appelle ça le relationnisme. Et en gros, où les équipes de foot, de manière générale, suivent des tactiques, enfin, des dispositifs, genre, je sais pas, 4-2-3-1, des trucs très construits. Là, c'est une équipe de foot qui dit fuck that. Jouez comme vous voulez, quoi. On se fait des passes. on se fait des passes. Et donc, tous les joueurs se rapprochent le plus possible d'eux pour créer des combinaisons, etc. Et du coup, c'est l'équipe qui marque le plus de buts en 2e division espagnole. Et c'est l'équipe qui en prend, la 19e équipe en termes de buts pris. Et c'est très drôle à regarder. Donc, je vous invite à regarder ça. Voilà, c'est intéressant comme vidéo. Alors, c'est pas un film, c'est un livre. Pour changer. Pour changer, laissez-moi tranquille. Non, c'est un livre d'Emmanuel Carrère. Donc Emmanuel Carrère, qui est un des grands spécialistes de la Russie en ce moment, et qui a écrit un livre qui s'appelle Limonov. Donc il parle de Édouard Limonov, dont un film a été adapté par Kirill Serebrennikov il y a quelques années. Enfin, ça raconte l'histoire en fait d'Édouard Limonov et de ce personnage qui est hyper controversé et hyper intéressant, qui a eu à peu près 1000 vies. Voilà, et l'écriture d'Emmanuel Carrère est hyper... moi j'aime beaucoup son style. C'est hyper simple à lire en vrai. Et c'est cool, voilà. Et j'ai appris qu'en fait il était pote avec Limonov dans les années 80. Ah, sympa. Et bon, depuis il a un peu changé. Quoi, Avant qu'il devienne skinhead. Hein. Moi, je vais vous recommander un film trop chouette qui est encore en salle, mais dans très peu de salles, hein, vraiment. Ça s'appelle Le Retour du projectionniste, qui est un film documentaire où tu vas suivre un ancien projectionniste qui veut, dans son village d'Azerbaïdjan, faire une projection d'un film. Sauf que c'est compliqué parce que là-bas, t'as pas internet, t'as rien du tout, quoi. Et tu vas suivre les galères de ce vieux monsieur qui va avec un petit jeune et tout, qui sèche les cours, qui vont essayer de tout faire pour faire une projection. Du coup, si vous aimez bien les films qui parlent de cinéma, de la transmission du cinéma, de la cinéphilie, franchement, c'est très chouette. Et c'est tout le temps filmé comme une comédie, ça qui est trop drôle. C'est que par exemple, le seul endroit où t'as internet, c'est en haut d'une montagne. Et à un moment, la lampe du projecteur ne fonctionne plus. Donc ils doivent en commander une nouvelle. Et du coup, ils vont en pleine neige, ils grimpent la montagne avec un âne, l'âne il veut plus avancer, ils continuent d'avancer à pied, tout ça pour arriver en haut de la montagne, l'autre est sur son ordi, ils font alors rupture de stock, on doit redescendre. Enfin, c'est tout le temps que des trucs comme ça, que des galères, jusqu'à la fin il leur arrive des mésaventures, et du coup c'est trop drôle à voir, et c'est hyper frais, c'est hyper fun. Voilà. Moi je vous recommande, c'est trop chouette. Je suis pas un grand lecteur, mais j'avais envie de vous partager une petite découverte d'un livre. Je suis en train de finir, bon j'avoue je l'ai pas fini, mais je peux le vendre sans souci. Ça s'appelle La Bibliothèque de minuit, et c'est un livre qui est incroyable parce qu'il parle des regrets, de plein de choses. Ça parle au début, les 10 premières pages, je me suis dit merde, putain, je vais me tirer une balle à la fin parce que ça parle d'une meuf qui va se suicider. Et en fait, elle se retrouve dans une bibliothèque qui est entre la vie et la mort, et avec une bibliothécaire qui lui dit, donc l'enfer, se retrouver dans une bibliothèque avec une bibliothécaire, l'enfer. Mais c'est plein d'humour, c'est beau parce que la bibliothécaire va lui dire, tous les livres que tu vois là, c'est des livres qui sont en train de s'écrire parce que c'est des livres de ta vie, de tes différentes vies parallèles, avec des choix différents que t'as fait. Donc tu vois, ça fait un peu multiverse machin. Et donc le seul moyen, si tu veux vraiment mourir, c'est d'enlever tous tes regrets. Donc essaye de prendre un livre
et vis tes vies dans lequel tu as un regret, et c'est hyper beau parce que ça questionne, en vrai le thème c'est le regret, ça questionne beaucoup ça sur tout type de regrets d'ailleurs, hein, les relations qu'on a pu avoir, les choix qu'on a fait dans nos vies, les différentes actions qui sont passées dans nos vies qui peuvent paraître comme des regrets, et c'est hyper intéressant. Chaque page est une leçon de vie, d'une belle philosophie de vie, et je peux que le recommander. Voilà. Et bah cette fois-ci c'est vraiment la fin. Oh là là. Mais la fin du podcast, même, Oh carrément. La fin du monde. La fin du monde. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de Cinoche. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, @vendredi ciné. J'arrive même plus à faire des phrases. Voilà, des mots-clés. Voilà, c'est ça. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Il fait froid en ce moment, couvrez-vous bien. Et sur ce, bisous, ciao. Bisous. Au revoir, bisous.